Je vais arrêter celui-ci. Voilà, normalement ça doit être bon. Bonjour à tous, bonjour Nad, bonjour Vincent, bonjour Philippe, bonjour Françoise, bonjour Davy, bonjour Claude, bonjour Fabrice, Patrick, Grégory, Jean-Claude, Valérie, Véronica, Yannick, là, il y a beaucoup de monde. Bon, bah, c'est chouette. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après cette période estivale, mais vous allez voir que c'est pas parce qu'il a c'était l'été et qu'on n'a pas eu de live au mois de juillet, au mois d'août, que nous n'avons rien fait de notre côté. Au contraire, nous avons pas mal travaillé et donc du coup, c'est le fruit de toutes ces améliorations que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, on va pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions pour savoir pourquoi on est sorti du marché, quand est-ce qu'on va re-rentrer, comment ça se passe aujourd'hui au niveau du marché, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, donc on va évoquer tout ça aujourd'hui. Et donc voilà, plein de belles choses à vous partager. Et donc, on va démarrer ça tout de suite. Donc, on va passer très rapidement sur les actualités, vous allez voir, du marché des cryptos. Alors, pas de la configuration, on va dire, graphique pour savoir au niveau des cours et ce qu'on peut attendre, mais plus sur la partie, on va dire, technologique. Avant ça, il faut savoir que nous, de notre côté, on a une chute des taux d'ouverture des mails que vous recevez. Alors, j'ai essayé d'envoyer, donc au début, j'avais envoyé via le mail florent@capstellar.com parce que c'était le nouvel email qu'on voulait utiliser. Et après, du coup, je me suis ravisé. Du coup, j'ai utilisé un autre email avec crypto-bulot.com. Mais dans les deux cas de figure, on a l'impression qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites au niveau des fournisseurs d'accès. Donc, on va creuser le sujet pour que vous soyez plus nombreux à recevoir nos emails. On verra aussi sur la prochaine fois si c'est possible de faire un envoi de SMS pour vous avertir du live. Dans tous les cas, sachez que tous les deuxièmes mercredis du mois, vous pouvez déjà le mettre dans votre agenda si vous êtes disponible. Vous pouvez le configurer dans Google Agenda, par exemple, ça se fait très facilement. Vous pouvez mettre en place le deuxième mercredi du mois. C'est de 12h30 à 13h30. Donc là, exceptionnellement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager, j'ai avancé un petit peu le créneau d'un quart d'heure. Mais sinon, c'est à 12h30. Et donc, vous le savez, c'est tous les deuxièmes mercredis du mois et on ne déroge pas à la règle en dehors du mois de juillet et du mois d'août, qui est une période un peu estivale, voilà, où moi, je ne suis pas forcément, on va dire, disponible à bloquer des créneaux. Et puis, il n'y a pas non plus beaucoup d'actualités sur le marché des cryptos à ce moment-là. Et donc, pour recevoir aussi nos emails, je vous invite à créer des contacts dans l'outil de messagerie que vous utilisez. Donc, par exemple, sur Google Mail, donc vous nous créez en tant que contact. Donc, moi, de mon côté, Florent Fouque, donc CEO de Capstellar, vous pouvez mettre mon adresse email florent@capstellar.com. Comme ça, vous serez sûr de recevoir mes emails. Autre email important, c'est bien sûr l'email du support. Donc, support@capstellar.com. Donc, là, pareil, ajoutez un contact qui a l'email support à capstellar.com et Tracy qui s'occupe de la partie un petit peu des problématiques de paiement, certains qui arrivent à la fin de la validité de leur carte bancaire ou des problèmes comme ça. Et donc également Tracy, il faut que vous puissiez être capable de recevoir les mails de Tracy. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Donc très important si vous voulez vraiment recevoir nos prochains emails. Voilà, faites ça. Nous, on va creuser de notre côté pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour maximiser ce taux d'ouverture. Mais normalement, vous devriez être 80-90% à ouvrir nos emails parce qu'on sait que vous aimez beaucoup recevoir les informations qui sont liées à Capstellar. Alors, voilà, comme je vous le disais, l'actualité des cryptos, je vous invite à aller sur Cryptost si ça vous intéresse. Notamment, il y a une information là, qui est sortie récemment qui mentionne qu'il y a un Carrefour qui accepte désormais les paiements en Bitcoin. Donc, vous voyez que les technologies continuent à se diffuser. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus parce que voilà, il y a bien d'autres choses importantes à vous dire. Mais en tout cas, sachez que les technologies de la blockchain continuent à se diffuser massivement. Et donc, ça fait son petit chemin. Et voilà. Et donc, je veux dire, c'est une fois de plus pour vous montrer que les cryptos, ce n'est pas juste une mode, ce sont des vraies technologies qui viennent apporter des solutions à des problèmes concrets des entreprises.
Voilà. Donc j'ai démarré. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, mais a priori, je pense que vous m'auriez dit déjà quelque part si c'était pas le cas. Donc on va poursuivre. On va poursuivre sur l'actualité du coup de Capstellar. Alors déjà, faut savoir que on vous envoie régulièrement un questionnaire de satisfaction. Et on a noté sur les derniers mois que il y avait une baisse de votre satisfaction, ou plutôt une augmentation des quelques personnes qui sont pas satisfaites de Capstellar. Alors, quel est le questionnaire qu'on vous envoie? On vous envoie un questionnaire en fait avec une question qui est assez simple. En gros, c'est est-ce que vous êtes suffisamment satisfait de notre service pour éventuellement le proposer à une des personnes de votre entourage. L'idée étant pas de savoir si vous voulez le proposer à votre entourage, l'idée étant de savoir que est-ce que vous êtes tellement satisfait que vous pourriez en parler autour de vous. Et donc, vous pouvez répondre entre 1 et 10 à cette question-là. Si vous répondez entre 1 et 6, on considère que vous n'êtes pas du tout satisfait. Et donc, auquel cas, vous rentrez dans le camembert jaune ici, ce qu'on appelle les détracteurs. Maintenant, si vous mettez 7 ou 8, eh bien, on considère que vous avez un avis, vous êtes satisfait, mais du coup, vous avez un avis qui est plutôt neutre. Et là, vous allez plutôt nous donner des idées pour améliorer notre service. Et les promoteurs, c'est les personnes qui mettent 9 ou 10. Donc, qu'on soit clair, votre niveau de satisfaction global a légèrement baissé. Mais globalement, vous pouvez voir que ici, on a un énorme 3/4 de personnes qui mettent 9 ou 10, donc qui sont extrêmement satisfaits de notre service. Ici, il y en a à peu près, je ne sais plus les pourcentages exacts, mais vous voyez qu'il y a encore une grosse part de neutres donc qui met 7 ou 8 qui sont globalement satisfaits. Et effectivement, ici, il y avait très très peu d'insatisfaits entre janvier et mai. Ce qui fait qu'on arrive à un score de 72. Alors, comment on arrive au score de 72? Le Net Promoter Score, le principe, en fait, ça va être de comptabiliser les promoteurs en pourcentage. Donc là, vous voyez qu'on a 75,8% de promoteurs, donc de personnes qui ont mis 9 ou 10, donc qui sont vraiment extrêmement satisfaits. Et on déduit de cela les détracteurs. Et donc, on ne prend pas en considération, en fait, dans le décompte, les neutres. Donc, on déduit des promoteurs, on déduit les détracteurs. Et donc, on arrive à 72. Donc là, si on était à... Donc, il y avait en gros 3,4%, 3,5%, 3,8% de membres qui étaient insatisfaits. Donc, qui est extrêmement faible. Un score de 72 en NPS, c'est vraiment très, très, très élevé. Puisque du coup, ce score de NPS peut aller de moins 100, en imaginant qu'il y a 100 personnes qui sont 100% des personnes qui sont insatisfaites, jusqu'à de moins 100 à plus 100. Donc, du coup, 72, on est plutôt bien. Et sur les derniers mois, de juin à septembre, là, on a eu une baisse significative puisqu'on est donc descendu à 57. Donc, il y a toujours, vous voyez, 65% des abonnés qui ont mis 9 ou 10, donc qui sont extrêmement satisfaits. Et on trouve ça plutôt bien. On est très heureux de ça. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher aussi faut pas se cacher les choses. La partie des neutres a aussi augmenté. Donc, il y a moins de 9 et 10, et du coup, il y a un peu plus de 7 et 8. Et aussi les détracteurs, donc ceux qui mettent entre 1 et 6, vous voyez augmenter en volume. Ce qui fait que 65 pour arriver à 57, si je ne me trompe pas, ça fait 8%. Donc, on a doublé le nombre de personnes qui sont insatisfaites. Donc, une fois de plus, globalement, vous êtes très, très satisfait. Mais c'est pas en regardant les personnes qui me mettent 9 ou 10 qui sont extrêmement satisfaits que nous, on va pouvoir avoir des leviers d'amélioration. Donc, c'est important pour nous d'aller identifier quels sont les points d'insatisfaction pour vous, que ce soit dans les neutres ou dans les détracteurs, pour justement continuer à nous améliorer sur le service. Alors, maintenant qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce que ça cache derrière comme information? Alors, il y a deux principales sources d'insatisfaction. La première, malheureusement, on n'a pas la main dessus, mais ou encore que, vous allez voir que si on a quand même la main dessus. La première source d'insatisfaction, c'est la dévalorisation du portefeuille. Alors ça, c'est compliqué parce que, comme je viens de vous le dire, on n'a pas la main dessus, parce que en fait, votre perception, elle est liée déjà au marché en lui-même.
Et le marché en lui-même, nous, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que nous, on le subit comme vous. Et ça, c'est un premier point. Mais par contre, là où on peut, nous, avoir un levier vis-à-vis de vous, c'est de vous expliquer les choses, de continuer à faire de la pédagogie et de vous rappeler certains principes de fonctionnement de la stratégie, parce que plus vous allez comprendre le fonctionnement de la stratégie et plus vous allez être en capacité de comprendre ce qui se passe et donc du coup d'être un peu plus à l'aise avec la situation et du coup de ne pas être catastrophé comme certains peuvent être. Après, une fois de plus, je dis c'est quand même une minorité de personnes, mais une minorité de personnes qui s'expriment, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui s'inquiètent sans forcément l'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un gros point pédagogique aujourd'hui sur où est-ce qu'on en est dans le marché et comment nous, on fonctionne. Donc, effectivement, là, il y a eu une baisse importante depuis quelques mois et ce qui a entraîné une sortie du marché. Donc, nous, on est sorti du marché le 4 août de mémoire, 4 ou 5 août, là où il y avait une forte chute. Donc, cette baisse-là a déclenché la sortie du marché. Donc, certains n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient certainement pas regardé le précédent live où j'avais expliqué le fonctionnement de la temporisation. Et puis aussi, il y a eu des réactions parce que dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, le marché a fait un rebond. Donc, du coup, on a eu des messages du style « Pourquoi vous avez tout revendu au pire moment alors que le marché est reparti à la hausse ?» Et on peut effectivement voir ici, donc ça, j'ai pris la courbe du Bitcoin parce que j'imagine que vous regardez plutôt l'évolution du Bitcoin. On peut voir ici qu'effectivement, il y a eu une augmentation de 18% sur les 3 semaines qui ont suivi. Maintenant, il y a un point qui est important par rapport à ça, c'est qu'un rebond, ça ne fait pas une tendance. Donc, c'est un mail que je vous ai envoyé quelques jours après la sortie de marché en vous expliquant qu'un rebond, ça n'est pas une tendance. Et qu'on se rappelle que nous, on est sur du long terme, donc on va aller chercher les tendances haussières et en évitant les tendances baissières, mais qu'un rebond, je vais le dire beaucoup, un rebond, ça ne fait pas une tendance. Alors maintenant, une fois qu'on a dit qu'un rebond, ça ne fait pas une tendance, donc le rebond, c'est ça que vous voyez là, voilà, comment on va pouvoir définir une tendance Eh bien, une tendance, en fait, elle se repère assez facilement. Puisque, en fait, vous voyez ici que quand le marché monte, ensuite il descend, il remonte, il descend, il remonte, il descend, il remonte, il descend. Là, vous êtes sur une période baissière. Pourquoi? Parce que tous les plus bas sont, plus on avance dans le temps, et plus les plus bas sont de plus en plus bas. Voilà, donc sur une tendance baissière, plus on avance, et plus les plus bas viennent en fait se cranter et aller de plus en plus bas. Et quand on remonte, eh bien, les plus hauts sont également de plus en plus bas. Donc là, on voit sur cette première tendance. Ici, de nouveau, donc là, le marché semble repartir un peu à la hausse, mais en fait, c'est un faux signal, puisque ici, le plus haut, donc qui est plus haut que celui-ci, donc là, on a cassé la tendance initiale, la toute première. Mais par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça rebaisse, de nouveau un plus haut qui est plus bas, ça rebaisse de nouveau un plus haut qui est plus bas que le précédent, ça rebaisse de nouveau un plus haut qui est plus bas que le précédent. Et pareil, les plus bas sont à chaque fois plus bas que les précédents. Et donc ça, quand une tendance baissière, c'est que quand les plus hauts et les plus bas vont toujours plus bas, eh bien, on peut constater qu'il y a une tendance qui est baissière. Et à l'inverse, vous avez compris que on peut avoir ici, comme vous voyez ici, donc ça repart à la hausse. Donc les plus hauts, à chaque fois, vous voyez que ça va taper un peu plus haut. Voilà. Et entre-temps, ça va baisser, mais ça va baisser sur des plus bas qui vont être toujours plus hauts que les précédents plus bas. Vous voyez que ce plus bas-là, ce plus bas ici, il est plus haut que celui-ci, celui-ci est plus haut que celui-ci, celui-ci est plus haut que celui-ci, celui-ci est plus haut que celui-ci, et celui-ci est plus haut que celui-ci. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on va identifier qu'une tendance va être haussière ou baissière. C'est quand donc elle va être baissière quand les plus hauts et les plus bas sont toujours plus bas. Et elle va être haussière quand les plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts. Voilà. Et donc, ça fait une tendance. Donc, effectivement, si on a une tendance et que nous, on n'est pas dans le marché, là, on peut s'en inquiéter. Mais si c'est seulement un rebond, on n'a pas trop à s'en inquiéter. Donc, maintenant, la question, c'est
qu'est-ce qui s'est passé là sur ces 6 derniers mois? Et moi, je vous pose la question. Là, maintenant que je vous ai expliqué comment identifier une tendance baissière et une tendance haussière, je vous laisse un petit peu regarder ce qui se cache derrière cette loupe-là pour faire l'exercice de savoir est-ce que les plus hauts continuent à aller plus haut ou est-ce que les plus hauts continuent à aller plus bas? Et inversement, est-ce que les plus bas continuent à aller plus haut ou est-ce que les plus bas continuent à aller plus haut? Je vous laisse regarder ça vite fait. En attendant, je regarde si vous avez des questions ou des petites remarques. Cela fait partie du process, je vois tout à fait. Ok. Voilà, je vais avancer là-dessus et on reviendra après un peu plus tard sur les questions un peu plus techniques. Où est-ce que j'ai mon slide? Il est là. Voilà, donc, j'ai fait un zoom là et vous pouvez voir que les plus hauts sont toujours plus bas. Il n'y a pas de dérogation à la règle, même celui-ci est plus bas que celui-ci, celui-ci est plus bas que celui-ci, celui-ci est plus bas que celui-ci. Et les plus bas sont toujours plus bas. Et on est sorti au mois d'août. Certains, du coup, nous l'ont reproché parce que derrière, il y a eu un rebond. Mais là, en début de semaine, le plus bas a été plus bas que le précédent plus bas auquel on est sorti. Donc, les personnes qui se posaient des questions pour savoir pourquoi on est sorti, vous voyez qu'entre-temps, en fait, le marché est redescendu au même niveau qu'il était au moment où on est sorti. Donc, on n'a rien perdu. On n'a pas perdu le rebond, puisqu'en fait, le marché est redescendu ici, encore plus bas qu'il était descendu. Donc, pas beaucoup plus bas, mais légèrement plus bas. Donc, clairement, sur les 6 derniers mois, la tendance du Bitcoin que vous pouvez voir ici, de manière très concrète, elle est baissière. Elle est clairement baissière. Et le marché, il fait pareil. Maintenant, donc du coup, un petit rappel du fonctionnement. Comment nous, on fonctionne. Donc, effectivement, David mentionnait les points d'entrée et les points de sortie. On a défini une règle. Et pour nous, la meilleure règle, c'est la règle qui fonctionne bien sans suroptimiser le fonctionnement. Pourquoi sans suroptimiser le fonctionnement? Parce que si sur un historique de 7 ans et demi, 8 ans, comme on peut avoir aujourd'hui maintenant, si vous mettez en place une dizaine de règles, parce que justement, vous voulez éviter tous les points de sortie et prendre, vous voulez éviter toutes les pertes et vous voulez prendre tous les gains, bien sûr que sur la base de l'historique, vous allez pouvoir définir telles règles qui se sont passées, qui se sont produites. Mais plus vous allez ajouter de règles, et moins ces règles vont être valables sur le long terme et sur l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on est resté sur des indicateurs qui sont extrêmement génériques. Alors après, on peut le discuter quand on dit est-ce qu'on est rentré dans la zone des 50K avec une zone de support. Nous, on n'est pas dans une logique de trading, je vais le rappeler, même si on est un peu plus avec cette dernière version, mais on est dans une logique de buy and hold. Donc, on n'est pas dans une logique d'analyse. On est dans une logique où on va définir un modèle qu'on va appliquer de manière immuable dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a défini 2 indicateurs de sortie. Un qui est est-ce que si toutes mes moyennes sont dans le bon ordre et que j'ai ma moyenne mobile à 14 jours qui casse ma moyenne mobile à 50 jours, là, je sors. Ce n'est pas le cas de figure qu'on a rencontré là. Le deuxième cas de figure qu'on a rencontré récemment, c'est par rapport au dernier plus haut qu'on a connu sur notre dernière période d'entrée. On va descendre, on va sortir si le marché passe en dessous des moins 15%. Pourquoi moins 15%? Parce que si on prend moins que moins 15%, en fait, on ne laisse pas une latitude assez importante au marché pour qu'il continue à monter. Donc, pour nous, moins 15%, c'est, on va dire, la perte acceptable, sachant qu'on va aller chercher les tendances haussières sur le long terme. Et donc, c'est ce qui s'est passé là. Ici, entre ici, le plus haut du coup de cette période-là, et ici, il y a eu moins 15%. C'est ce qui a déclenché une sortie du marché. Et alors, quand est-ce qu'on va réinvestir? Ça, c'est une autre question que vous pouvez peut-être vous poser. C'est en fait quand la moyenne mobile à 14 jours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours.
quels que soient les supports. On n'est pas dans une logique d'analyse des supports, parce que là, du coup, si on était dans cette analyse-là, on serait sur une analyse dynamique au marché, donc avec une interprétation humaine, ce qu'on ne veut pas. Et donc, effectivement, on attend que la moyenne mobile à 14 jours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Alors, ça a failli se produire parce que le marché avait bien remonté, notamment les plus 18% dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le Bitcoin. Mais vous voyez que là, avec la chute récente, bah, du coup, ça a frôlé et c'est redescendu par le bas. Donc, on est encore de nouveau en train de s'éloigner de notre moyenne mobile à 50 jours. Alors, du coup, j'ai trouvé que vous êtes sorti alors que c'était déjà bien bas, tardivement. Il va y avoir une forte perte quand vous allez reprendre. Alors, voilà, ça c'est un nouveau commentaire qu'on a reçu, un autre commentaire qu'on a reçu, c'est que, voilà, il dit, j'ai trouvé que vous êtes sorti alors que c'était déjà bien bas, et donc du coup tardivement. Donc pour la personne, on est sorti trop tard. Et il va falloir une forte perte, il va y avoir une forte perte quand vous allez reprendre, car c'est déjà beaucoup remonté. Donc déjà, la personne, elle a fait son commentaire donc, quand on était par ici, là. Donc elle a fait un jugement sur, on va dire, une période beaucoup trop courte, parce qu'entre-temps, bah, le marché est redescendu. Donc non, le marché n'est pas reparti, donc on n'a pas beaucoup perdu, on n'a même pas perdu du tout. Et on est sorti tardivement. Alors, en fait, nous, on ne cherche pas à savoir si on sort tardivement ou pas. On sort parce qu'il y a le signal qui s'est enclenché. Une fois de plus, on ne veut pas tomber dans l'émotionnel, on écoute, on regarde ce que les signaux expriment sur le marché et les signaux qu'on a définis au préalable. Donc, par rapport à ce genre de commentaires et à ce genre d'analyse que vous pourriez faire, je rappelle qu'un rebond ne fait pas une tendance. Donc, attention à vos perceptions que vous pouvez avoir en vous disant à la hâte, parce que ça rebondit, bah, on est sorti au pire moment. Non, un rebond ne fait pas une tendance. 2, on applique des règles qui sont performantes sur le long terme. Et 3, une nouvelle notion que j'aimerais intégrer là, c'est que oui, cela suppose d'accepter la possibilité d'être perdant à court terme. Oui, à court terme, on peut avoir le sentiment d'avoir une contre-performance de la stratégie. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est sur le long terme. Donc on ne peut pas analyser à court terme sa performance si elle est faite pour être sur du long terme. Donc effectivement, sur les mois qui viennent de s'écouler, si on regarde les points d'entrée et les points de sortie, ici on serait sorti alors que ici on serait rentré, et donc effectivement sur toute cette période-là, eh bien on aurait raté de la plus-value. Ok, on accepte. Ici on serait sorti du marché et du coup on n'aurait pas pris toute cette plus-value-là. Donc oui, on accepte également d'avoir perdu là. Et oui, sur les mois qui ont suivi, effectivement, on a de nouveau perdu parce que là, quand on est rentré là et qu'on est sorti au mois de début août, bien effectivement, on est sur ici une baisse. Et donc globalement, vous voyez que sur cette période qui va de janvier, donc du début de l'année à aujourd'hui, oui, alors on a pris cette forte hausse là, mais le reste du temps, effectivement, on a été relativement contre-performant. Mais ça, il faut l'accepter. Parce que je vous rappelle que le modèle qu'on a mis en place, eh bien, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand on est dans le marché, regardez les fortes hausses qu'on prend, et de manière, effectivement, il arrive dans un tiers des cas qu'on soit à la baisse. C'est comme ça, ça fait partie du modèle, ça fait partie du fonctionnement de la stratégie. Mais par contre, là, on regarde sur du long terme. Et sur le long terme, on voit quoi? Eh bien, en fait, on voit que quand il y a des hausses, des fortes hausses, on les emmagasine complètement. Et effectivement, parfois, il y a des baisses qu'il faut accepter. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, un petit peu pour vous challenger par rapport à ça, c'est que sur une vision du coup long terme comme celle-ci, on peut voir que si on fait un zoom du coup à court terme, on peut voir qu'entre le 15 janvier 2018 et le 4 janvier 2019, donc toute cette période-là, effectivement, les fois où on est venu sur le marché, on a pris une perte. Et donc, on a pris 3 pertes successives. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Parce que si votre conclusion, c'est de dire, tiens, si au bout d'un an, je peux perdre 30% de mon portefeuille, et du coup, ça me permet de me dire que ça ne marche pas,
bah, en fait, la stratégie, elle n'est pas faite pour vous. Et je préfère être honnête avec ça, parce que c'est une stratégie qui est sur le long terme. Et là, même sur un an d'historique, on peut se dire qu'un an, c'est quand même long. Eh bien non, parce que sur le marché des cryptos, on est sur un marché qui est cyclique, avec un cycle qui dure sur 4 ans. Et donc, non, on ne peut pas s'arrêter à une analyse d'un an. Et même, on ne peut pas s'arrêter à une analyse de 2 ans. Parce que regardez ici cette période-là, regardez qui est quand même relativement longue. Là, on est en août 2021 et là, on est en août 2024. Vous voyez, bah, voilà, parce qu'en fait, on n'a pas encore profité réellement du bull run. Et donc voilà, c'est ces performances-là qu'on va attendre et qu'on va aller chercher sur le long terme. Et ça, plus vous allez être long terme, et plus vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, je rappelle, c'est une stratégie long terme avec un cycle de 4 ans minimum. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe quand on est sur le marché. Mais c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sur le marché. Et ben voilà ce qui se passe quand on n'est pas sur le marché. Donc effectivement, il y a des hausses qu'on rate. Vous voyez là, 2%, 9%, 7%, là 11%, là 20%. Là, on aurait raté 20% entre le 21 septembre 2021 et le 9 octobre 2021. Ben voilà, il faut accepter aussi qu'on perde. Là, vous voyez que voilà, il y a eu 4 périodes consécutives où on aurait raté les hausses, on aurait raté les tendances haussières. Voilà, il faut accepter. Mais globalement, quand vous regardez, quand on n'est pas dans le marché, est-ce que vous voyez que le résultat est positif ou est-ce que vous voyez que le résultat est négatif? Le résultat est négatif, parce que vous voyez qu'on est en dessous de 0, mais plus que ça, parce qu'en fait ici, comme on est en pourcentage, une augmentation en pourcentage, elle sera toujours plus faible qu'une baisse en pourcentage. Parce que ici, imaginez par exemple ici, vous passez de 50 000 à 60 000. Donc de 50 000 à 60 000, ça fait une augmentation de 20%. Eh bien, si vous passez de 60 000 à 50 000, ça fait une chute de moindre, alors qu'elle est plus importante en valeur absolue. Ça va faire une chute de, je ne vais pas dire de bêtises, de 8%. Non, de 15%, pardon. Donc voilà. Donc vous voyez que 20% quand ça monte, et le même montant, c'est 15% quand ça baisse. Donc quand vous voyez ici des baisses de 17%, c'est beaucoup plus qu'une augmentation de 17%. Donc là, la chute de 24%, elle fait vraiment très très mal. Voilà par rapport à ça. Et donc, il faut garder en tête ça. Donc, nous, on est sur ce modèle où quand on est dans le marché, il se passe ça. Et quand on n'est pas dans le marché, il se passe ça. Et ben moi, je préfère être dans le marché quand il se passe ça et le marché quand il se passe ça. Du coup, maintenant, la question qui est quand la moyenne mobile, quand allons-nous réinvestir? Eh bien, la réponse, c'est quand la moyenne mobile à 14 jours va repasser au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, sur la zone membre, vous allez pouvoir voir que la courbe orange, c'est la courbe de la moyenne mobile à 14 jours. Donc dès qu'elle va passer au-dessus de la courbe bleue, eh bien, on va re-rentrer dans le marché. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez qu'ici, elles se croisent, donc il y a un point vert. Ici, elles se sont croisées, donc il y a un point vert. Et donc, c'est ça qui nous fait re-rentrer dans le marché. C'est ça, pour nous, le signal pour rentrer dans le marché. Et donc, pour avoir une autre façon d'exprimer les choses, notre mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est un peu comme le surf, en fait. On va aller attendre une vague. Donc, première chose, on a une tendance haussière qui se présente. Donc, on a une vague qui se présente. On se dit, bah tiens, il y a un signal. On voit visuellement, via le signal, qu'il y a une vague, une tendance haussière qui se prépare, qui est matérialisée du coup par la moyenne mobile à 14 jours qui repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ça, pour nous, c'est un signal. Hop, on rentre dans le marché. Comme un surfeur, il monte sur sa planche, il prend la vague pour pouvoir la surfer. Ensuite, eh bien, on profite de la tendance haussière du marché. Donc, on profite de la vague sur toute la durée de la vague. Et effectivement, il arrive parfois qu'on tombe parce que la vague, elle n'était pas assez solide. Voilà, ça peut arriver. Ça arrive dans un tiers des cas. Mais dans 2 tiers des cas, on a quand même une belle vague à surfer. Et ensuite, quand on arrive en bout de course de la vague, donc quand le marché faiblit, c'est-à-dire moins 15% par rapport au dernier ATH, eh bien alors là, on considère qu'il faut sortir et attendre la prochaine tendance.
Alors bien sûr, parfois une vague peut s'affaiblir et puis après repartir pour repermettre un autre sursaut. Mais nous, on a décidé que dès qu'elle s'affaiblit, on sort et on attendra la prochaine pour re-rentrer dans le marché. Donc c'est ça le fonctionnement qu'on utilise aujourd'hui chez Capstellar. C'est vraiment un fonctionnement, en fait, on va surfer des vagues, on va surfer des tendances qui sont haussières sur la base d'indicateurs qui nous permettent de nous dire on est sur un marché haussier ou on est sur un marché baissier. Et donc, maintenant, plus globalement, Capstellar est une stratégie d'investissement long terme, et j'insiste là-dessus, donc long terme. Et du coup, toutes les analyses et toutes les conclusions qui vont être faites sur le court terme, c'est-à-dire à moins de 4 ans, eh bien, elles sont vaines et inappropriées. C'est mélanger des choux et des raves. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, ça n'a aucun intérêt de regarder des hausses de marché à la petite semaine, au jour le jour, au mois le mois, ou même sur un an, ce que je vous l'ai montré avant, puisqu'on est sur une tendance, on est sur une stratégie long terme. Et ça, je l'explique depuis le début. Je dis Capstellar, à l'époque CryptoBulot, ça fonctionne comme une assurance vie. Vous mettez votre argent, si vous pouvez ajouter du capital tous les mois en plus, c'est bien, et vous laissez faire, vous ne vous en occupez pas. C'est le principe de Capstellar que tout est automatisé, et voilà. Et dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, là, vous aurez un beau pécule que vous pourrez utiliser comme vous souhaitez. Mais ça n'est pas une stratégie de génération de revenus, ça n'est pas une stratégie de day trading ou de swing trading, ce n'est pas une stratégie de génération de revenus, c'est une stratégie de développement d'épargne, développement patrimonial. Donc voilà, donc sur un horizon de 4 ans minimum, eh bien, quelle que soit la date de démarrage que vous prenez sur ce graphique-là, si vous prenez 4 ans d'historique, vous serez toujours plus performant que le top 30 ou le Bitcoin, et avec une gestion qui est beaucoup plus sécurisée. Alors, du coup, maintenant, je vais traiter les questions par rapport à ça. Tac, tac, tac. Donc, du coup, David, j'espère que ça répond à la question et à l'étonnement. Tac, tac. Oui, je suis d'accord sur la tendance de fond, mais pourquoi tout vendre? Le 5, le bot à break of structure est présent depuis des mois. Alors, j'ai expliqué. C'est parce que quand le 5 août, David, on a cassé les moins 15% sur le marché, donc sur le top 30. Avec la répartition que nous, on utilise, donc nous, l'évolution qu'on suit sur le marché, c'est la racine carrée des capitalisations de marché des 30 premières cryptos. Ok. Alors, Anne, du coup, pourquoi ne pas profiter d'un rebond pour sortir à ce moment-là plutôt qu'un plus bas? Mais si on savait au moment où on sort qu'on est sur un plus bas ou qu'on est sur un haut de rebond, enfin, je veux dire, le métier de trader n'existerait plus. On ne peut jamais savoir si on est sur un plus bas ou s'il va y avoir un rebond par la suite. C'est impossible à savoir. Si c'était si facile à savoir quand est-ce qu'il y avait un plus bas et quand est-ce qu'il y avait un plus haut, mais en fait, le trading ne fonctionnerait plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a mis en place des règles de fonctionnement qui nous permettent d'être gagnants le plus souvent. Mais le plus souvent, c'est pas tout le temps. Moi, je vous mets au défi de trouver une seule stratégie, que ce soit court terme, long terme, avec 100% d'efficacité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour personne, même pour les plus avancés. Ça n'existe pas. Donc, si on était capable d'identifier un plus bas, on ne sortirait pas au plus bas. C'est que quand ça nous a indiqué que c'était le moins 15, il se trouve que c'était un plus bas. Mais on aurait très bien pu... je veux dire, nous, par définition, quand on va sortir, on sera sur une baisse, puisqu'on a décidé de sortir à moins 15% du dernier ATH. Donc, on va systématiquement ressortir du marché quand ça sera une baisse. Donc, il faut accepter que entre le plus haut et la baisse, il y a eu la baisse. Mais parce que ça fait partie de notre fonctionnement sur le long terme. Et sur le long terme, c'est payant.
Didier, pourquoi ne pas faire de vente à découvert? Alors, très bonne question. On est sur le spot et il faut savoir que Binance en France n'a pas l'autorisation de faire de la vente à découvert. La vente à découvert consiste à jouer la baisse en fait. Nous, on ne joue que la hausse, on ne peut pas jouer la baisse parce qu'effectivement, comme on est sur un modèle où on prend le pari quand le marché quand on sort, c'est que le marché est baissier, bah, effectivement, on pourrait jouer à la baisse. Mais ça n'est pas possible aujourd'hui avec Binance. Je ne pense pas non plus que ce soit possible avec Kraken. En tout cas, pas avec les régulations qu'il y a aujourd'hui. Donc, pour que ça soit possible, il faudrait qu'on développe un fonds de placement. Il faudrait qu'on crée un fonds de placement. Et du coup, mais là, du coup, l'argent serait bloqué. Donc, il y aurait d'autres problématiques. Donc, en fait, c'est aujourd'hui qui est technique. Didier, c'est une très bonne question. Techniquement, aujourd'hui, on peut pas le faire. Donc, on verra ça pour plus tard. Mais aujourd'hui, les exchanges ne nous permettent pas de faire, nous offrent pas la possibilité de faire ça. Est-ce que cette mise en sécurité concerne même les petits investisseurs? Alors, Nathalie, ça concerne tout le monde. Nous, quand le logiciel applique une stratégie, il l'applique pour tout le monde. Vincent, c'est quoi le long terme? J'ai dit c'est 4 ans. Tac. Si on a confiance au Bitcoin, comme vous le long terme, je ne retirerai jamais l'argent. Alors nous, en fait, le Bitcoin peut vivre sa vie comme il veut, mais nous, on est sur le top 5 et le top 30. Donc du coup, on supprime le risque qui est inhérent en fait à concentrer tout le risque sur une seule crypto. Pour ma part, je n'aimerais pas constater, comme pour l'assurance vie, que les frais et l'abonnement mensuel fassent que le capital investi soit moindre au final. Ok, on va revenir là-dessus, Hélène, sur ce sujet-là. Dans ce cas, les cryptos de potentiel sur 3 à 5 ans est de 200% ou plus. Oui, bien plus que 200%, puisqu'on a vu qu'on était sur des effets multiplicateurs. Alors, Damien, je comprends ce que veulent dire Vincent et Laurent. Au moment de la remise sur le marché, on va payer les 5% de commission à partir du montant arbitré. Ça ajoute à la perte. Alors, on va revenir, Damien, sur ce sujet-là. Alors, en attendant, les frais d'abonnement ne sont pas en stand-by. Alors, les frais d'abonnement, les 27 euros, je veux dire, les serveurs non plus ne sont pas en stand-by et l'équipe non plus n'est pas en stand-by. Donc, à un moment donné. Mais on va revenir sur ce sujet-là. Ok. Bah voilà, donc il y a beaucoup de réactions sur. La stratégie de Top 5 IA est sortie aussi. Oui, tout est sorti. Ok, donc je vois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des frais. Bah écoutez, ça tombe plutôt très bien. Puisque la deuxième source d'insatisfaction, vous voyez, j'ai bien fait de préparer ce slide, c'est les 5% de frais. Alors, qui sont exprimés de manière différente, de manière plus ou moins virulente, mais vous voyez que je vous les partage en toute transparence. Donc, on a cette personne qui nous dit on paye 270 euros d'abonnement par an. Vous prélevez les frais de 5% sur chaque augmentation par rapport au mois précédent, même si au final, on ne gagne rien avec des allers-retours et puis en plus, puis au moins. Voilà, des allers-retours en plus, puis en moins, pardon. Ce n'est pas normal. Ces 5% devraient être pris en se basant sur la somme maxi obtenue qui doit devenir votre nouveau curseur. Ici, je gagne 10%, puis je perds 10, etc. Mais si je fais du surplace, vous prenez 5%, c'est totalement anormal, sachant qu'il y a tout de même cet abonnement annuel. Première réaction. Deuxième réaction. Sur vos 5% de marge, quand on en est à moins 20% au début du mois et qu'on finit le mois à moins 15%, je ne trouve pas justifié de prélever 5% sur les gains qui n'en sont pas vraiment. Je comprends qu'il faille vous rémunérer, mais je ne trouve pas le signal envoyé terrible.
Là-dessus, je suis assez d'accord que d'un point de vue symbolique, ça peut créer de la friction, et ça, je conçois tout à fait. Bon, je ne vais pas vous lire le troisième, mais vous avez compris la teneur du sujet. Donc, je vais répondre très clairement à cette question-là. La toute première chose que je vais expliquer, c'est que dès le départ, quand je présente la solution Capcellar avec le logiciel, j'explique le fonctionnement et je fais une simulation sur les frais. Et donc, il est très clairement mentionné, notamment sur ce graphique-là, qu'effectivement, quand ça monte, eh bien, il y a les 27 € plus les 5% de frais. Quand ça baisse, il y a de nouveau 27 € que 27 €. Quand ça remonte, et vous voyez qu'ici, on n'est pas remonté au plus haut, voilà, il y a de nouveau 27 € plus les frais. Quand ça stagne, bah, du coup, c'est que du 27 €. Donc voilà. Donc déjà, j'aimerais dire que en fait, ça n'est pas une découverte, ou alors si c'est une découverte, c'est que vous avez mal écouté ou mal regardé cette projection que j'ai faite au démarrage et que tout le monde a vu avant de savoir si vous voulez rejoindre le service ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, une fois de plus, quand on reste sur une vision long terme, eh bien, il faut voir le potentiel de gain qu'il y a. Donc là, sur cette simulation, alors elle s'arrête, je vous l'accorde, au 1er avril 2024, parce que je ne la sors pas tous les mois, et c'était au moment où on était au plus haut. Mais ce moment où on était au plus haut, on va finir par le retrouver, et on va même le dépasser. Donc, sur cette période-là de 4 ans, pour 10 000 € investis, au bout des 4 ans, on était sur 200 000 €, donc 190 000 € de gains. Et au milieu, eh bien, il y a ces frais-là qui ont été prélevés, soit 16 350, donc 8,5% des gains au global. Donc, une fois de plus, quand on revient à une analyse long terme, eh bien, c'est la même chose. Les frais semblent beaucoup plus raisonnables. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser sur le fait qu'avec l'amélioration qu'on a apportée sur Capcellar, eh bien, nous, on aura moins de frais. On aura moins de frais qu'avant. Et donc, vous aurez moins de frais, vous aussi, qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avec le nouveau système de temporisation, on subit moins les fluctuations inutiles. Vous voyez que quand on est dans le marché, en gros, ça monte beaucoup ou ça... où on perd un tout petit peu, mais de manière très faible par rapport aux augmentations. Par contre, quand on est en dehors du marché, bah, vous voyez bien que les fluctuations sont beaucoup plus importantes. Et donc, les fluctuations, et donc du coup, si on n'a pas ces fluctuations-là, eh bien, ça fait moins de baisses à rattraper, et donc ça fait moins de frais sur gain par définition. Et notamment la personne qui nous avait dit on est sorti trop tôt, bah, vous voyez que là, comme on est sorti, eh bien, je dirais le rebond qu'il y a eu, bah, sur l'ancienne version, on aurait effectivement prélevé des frais sur ce rebond, alors que, bah, au final, en fait, effectivement, là, on serait revenu à la situation de départ. Donc, vous n'auriez rien à gagner. Et bien maintenant, avec la nouvelle version, bah, ces rebonds-là, en fait, on les évite. Donc, vous pouvez voir là-dessus que nous, on est vraiment dans une logique d'amélioration de la performance globale du service, et même si ça peut être au détriment des frais. Donc, on n'est pas obnubilé par les frais. Et donc, aujourd'hui, on privilégie votre performance, même si elle est au détriment de nos revenus. Et donc, il faut que vous preniez conscience que bah, les frais sont réduits du fait aussi de cette amélioration de la performance du logiciel. Maintenant, à la suggestion qui est de dire, bah, vous devriez prendre uniquement sur les gains réels, c'est-à-dire les gains qui dépassent mon dernier plus haut historique. Donc, c'est ce qu'on appelle le high water mark dans la profession. Donc, en gros, le principe est celui-ci. Si vous arrivez ici avec du capital, vous mettez, on va dire, 100 000 €. Ici, ça descend, ou 10 000 €, peu importe. Ça descend, ça descend, ça descend. Tant que ça descend, il n'y a pas de fees qui sont appliqués. Maintenant, quand ça remonte au-dessus du dernier niveau, du coup, le plus haut, du dernier plus haut connu, eh bien, c'est ici que les frais sont appliqués. Vous voyez, le mauve clair, là, ça, c'est la part des frais qui sont appliqués. Donc, ensuite, ça continue à remonter. Et là, de nouveau, il y a des fees qui sont pris. Le problème de ça, c'est que bah déjà, tous les fonds de placement qui appliquent du high watermark, ils ne sont pas sur de 5% de frais. Ils sont plutôt sur du 20, 25, voire 30% de frais. Donc, bah, bien sûr, parce que forcément, en fait, pour obtenir un niveau de rémunération satisfaisant, bah, comme l'assiette
on va dire, à appliquer, elle est plus faible, puisque il faut qu'on attende toujours les gains supérieurs, bah forcément, le pourcentage doit être plus élevé pour compenser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes totalement maître de votre argent. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retirer tout votre argent et récupérer vos fonds. Si on devait mettre en place un high watermark, qui se fait en général sur l'année, eh bien, on serait obligé de bloquer les fonds sur plusieurs années pour garantir la rémunération du service. Parce qu'une fois de plus, nous, on sait qu'on est sur une stratégie long terme. Donc, typiquement, si on devait mettre en place ce type de service-là, déjà, je pense qu'il y aura un capital minimum de 20 000 euros et une durée minimum de 4 ans pour justement, en fait, être sûr que nous, on va se rémunérer sur cette partie de bénéfices. Voilà, ça c'est le deuxième point. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vous soyez tous prêts à bloquer des fonds dans la stratégie, même avec toute la confiance que vous nous accordez. Je pense que c'est aussi un point qui permet aux gens de rentrer plus facilement dans notre service parce qu'ils savent qu'ils sont libres à tout moment de récupérer leurs fonds. Le troisième point, c'est qu'en fait, nous, on aurait vraiment des problèmes de trésorerie à court terme pour financer la croissance. Pourquoi? Parce que les 27 euros ne suffisent pas en fait à subvenir à tous les besoins, à toutes les charges qu'on a aujourd'hui, et on aurait un besoin en fonds de roulement en fait qui ne cesserait d'augmenter, et du coup avec un cycle beaucoup trop long en fait pour récupérer la rémunération qui est liée à la performance de la stratégie. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en place, mais bien sûr on l'avait en tête. Maintenant, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que notre santé financière, elle est aussi dans votre intérêt. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle entreprise française qui s'appelle Mon Petit Placement, qui multiplie les levées de fonds pour financer son fonctionnement. Et malgré une vague de 30 licenciements, ils continuent à perdre 50 000 euros par mois. Ce n'est pas moi qui sors les chiffres, c'est eux qui les ont sortis lors de leur dernière levée de fonds. Et ils sont valorisés à, je crois, 24 millions d'euros, sachant qu'ils perdent 50 000 euros par mois. Et donc voilà, c'est l'injection des institutionnels, injection massive de fonds propres, de fonds par les institutionnels qui font qu'ils continuent à maintenir leur service. De l'autre côté, chez Capcellar, nous avons développé tout sur fonds propres, mes propres fonds d'ailleurs. Donc j'ai investi 200 000 euros là-dessus sur la première année que je n'ai pas encore retrouvé. On a atteint l'équilibre en avril et on parvient à financer le fonctionnement, mais on n'est pas encore suffisamment rentable pour financer la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire financer la croissance? Ça veut dire qu'en fait, on a plein de challenges aujourd'hui qui s'imposent à nous pour nous faire davantage connaître. Et aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes près de 1000 abonnés à notre service et que vous avez tous arrivés par recommandation. Soit par recommandation des membres, soit parce que vous me connaissez, vous étiez dans ma base de contact historique, soit parce que vous suivez des partenaires que je connais et avec qui on a co-organisé des conférences pour vous présenter le service. Donc tout fonctionne par recommandation, et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on n'a aucun coût publicitaire en amont et on ne doit pas sortir de cash en amont pour faire entrer des nouveaux membres. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Mais ça c'est valable un temps face aux coûts qui vont se présenter là dans les prochaines semaines et les prochains mois que je vais vous présenter là. On va devoir avoir besoin justement de pouvoir financer la croissance. Et donc, je vous présente ça en toute transparence pour pas que vous ayez en tête de vous dire ils sont sympas, Capcellar, mais quand nous on perd de l'argent, eux par contre ils en perdent pas, hein, parce que eux tous les mois ça rentre. Sincèrement, regardez, on est une petite équipe, mais ça commence à faire une belle équipe. On est 9 personnes, ça fait quand même pas mal de charges qu'il faut assumer au quotidien. Et je vous rappelle qu'on est sur un prix d'abonnement qui est extrêmement accessible, 27 euros par mois, parce que justement on veut rendre ça accessible au plus grand nombre. C'est extrêmement accessible et du coup nous on a une contrepartie derrière. Il faut aussi savoir qu'on subit des coûts cachés que vous n'avez pas forcément vous de votre côté, mais par exemple rien que sur le rebranding pour passer de CryptoBulo à Capcellar, ça nous a coûté 16 000 euros. Il y a 6 000 euros en gros entre la charte graphique, toute la refonte des visuels, plus le nouveau site internet, et 10 000 euros rien que pour le dépôt de la marque dans 5 catégories, dans 5 zones différentes, dans 6 zones différentes. Enfin voilà, on se professionnalise, mais de fait, la professionnalisation a un coût qui est important. Et vous voyez que pour financer 16 000 euros de rebranding
qui à court terme va rien nous rapporter, eh bien, il faut beaucoup, beaucoup d'abonnements à 27 euros. Un autre sujet qui est la licence MiCA, donc qui est la licence pour pouvoir opérer en Europe et justement pouvoir commercialiser en Europe. Là, on est sur un coût pour l'instant de 30 000 euros parce que j'ai sauvagement négocié, mais il faut savoir que j'ai eu des propositions d'accompagnement qui oscillaient entre 70 000 et 150 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, mais une fois de plus, que ce soit 30 000, 50 000 ou 150 000 euros, ça fait beaucoup, beaucoup d'abonnements à 27 euros. À venir, parce que du coup ça va nécessiter la création d'une société au Luxembourg qui sera du coup l'étendard européen de Capstellar. Il faudra un minimum de 2 salariés, donc dont un MLCO. Alors un MLCO, c'est une personne qui sera en charge de s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent qui passe ou de financement terroriste qui passe par notre service. Ça, ce sont des choses qui nous sont données obligatoires par le régulateur. Et donc, rien que ça va à peu près nous coûter 100 000 euros par an juste de salaire. Et ben 100 000 euros par an, ça fait 350 abonnés en plus qu'il faut trouver. Et pour financer quoi? Pour financer des postes dont aujourd'hui, en fait, ne vont rien nous rapporter d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, c'est pas du tout l'objectif, c'est juste dans un souci de transparence pour un petit peu une fois de plus, vous donner de la compréhension et des éléments de compréhension pour mieux appréhender en fait comment on fonctionne et pourquoi on applique ces frais. Maintenant, j'aimerais rappeler aussi le plus important, c'est que sur le long terme, vous êtes largement gagnant parce qu'une des 3 personnes qui s'est plainte, j'ai été regarder son résultat. Alors pour 5 300 $ investis, quand on était, elle est aujourd'hui à plus de 1 000 euros de plus-value, en retirant bien sûr les 5% de frais sur 16 mois, donc ce qui reste quand même une très très belle performance quand on regarde le niveau de sécurité de cet investissement-là sur le long terme par rapport à d'autres comme une assurance vie où aujourd'hui ça rapporte plus rien. Et quand on était au plus haut niveau qu'on va retrouver et qu'on va dépasser tôt ou tard dans les prochains mois, eh bien on était à plus 3 800 euros, donc plus 70%. Donc vous voyez bien que malgré les 5%, il y a quand même, quand la performance du marché elle est là, il n'y a pas de lieu de se soucier. Mais après, je comprends tout à fait, j'ai beaucoup d'empathie par rapport au fait que, effectivement, dans la situation actuelle du marché, vous dites, ça baisse, mais quand ça remonte et que ça réintape mon point de départ, il y a ces 5% qui sont pris. Donc oui, je comprends que symboliquement, c'est embêtant, mais on n'a pas d'autre solution, nous, aujourd'hui, par rapport à ça. Et regardez ici les montants, ça reste quand même des montants qui sont assez faibles par rapport aux envolées qu'il y a. Et une fois de plus, sur 4 ans, ces frais sont ridicules. Sont vraiment ridicules par rapport à la stratégie à laquelle vous pouvez accéder. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Faut-il continuer à investir mensuellement ou attendre leur investissement? Oui, il ne faut rien changer sur les ajouts de capital sur le DCA, il faut absolument rien faire. Tac. Les frais sont imposés aussi. Alors, c'est pas les frais qui sont imposés, c'est le fait que vous récupériez de l'argent pour financer un service. Donc du coup, c'est considéré comme une plus-value, mais mais ça prend en compte en fait la valorisation aussi de votre capital. Si votre capital il a baissé entre temps, du coup vous n'avez pas de plus-value. Myriam, bravo pour la transparence. Écoute, merci. Voilà, de toute façon, de ma part, je vous laisse l'argent et j'attends 4 ans. Voilà, je pense que c'est la meilleure des stratégies à faire puisque c'est vraiment ce que je vous ai dit. Sylvano, c'est le meilleur service qui existe. Merci, ça fait très plaisir. Nathalie, les frais d'abonnement fixe coûtent cher si on a un petit abonnement. Oui, c'est vrai. Enfin, si on a un petit investissement. Oui, c'est vrai.
Mais pour autant, on a quand même vu des personnes qui ont démarré avec 500 € en mettant en place un logique capital récurrent et qui sur le long terme sont quand même largement bénéficiaires malgré les frais. Ce qui m'embête par ailleurs, c'est de ne pas pouvoir mettre mes fonds sur une clé Ledger pour la sécurité. Alors, j'ai déjà répondu souvent à cette question-là. Il faut savoir, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque système. Et effectivement, le Ledger ne nous permet pas d'avoir un système qui est 100% automatisé. Damien, quelle transparence. Merci à toi, Florent. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Pouvons-nous trouver nos comptes Capstellar? J'ai essayé la semaine dernière, j'ai pas réussi. Oui, on va revenir là-dessus. Abonné chez Oli pour 27 € par mois pour une stratégie crypto où je devais recevoir des tops, achat-vente, résultat, aucune transparence, comme avec Florent. Aucun signal reçu en 3 mois. J'ai arrêté ce pseudo-service, rien à voir avec ce que propose Capstellar. Bah, écoute, merci Christophe pour ce retour, ça me fait plaisir. Bon, même si je ne savais pas forcément ce que les autres font à côté. Est-ce qu'il faut mieux attendre la hausse de la tendance pour remettre du capital? Non, Anna, donc j'ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez mettre du capital, faites-le, mais faites-le pour du long terme. Jérôme, j'ai totalement confiance en Florent qui a largement fait ses preuves. Totalement confiance en ce service sur long terme. Merci beaucoup à tous. Bon voilà, donc on a traité ce sujet-là et c'était important pour moi de le traiter parce que l'idée une fois de plus c'est de pas laisser des sources d'insatisfaction se développer. S'il y avait quelque chose et je pense que la meilleure façon de vous satisfaire là-dessus, c'est de vous expliquer les choses telles qu'elles sont concrètement. Voilà. Maintenant, dans les choses plus réjouissantes, il y a quand même des belles nouveautés qui sont sorties chez Capstellar. La première, qui n'a pas forcément vous intéresser, mais c'est qu'il y a un tout nouveau site internet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que avec le look Capstellar et le rebranding qu'on a fait, vous pourrez aller voir sur le site. On a aussi fait une nouvelle vidéo de présentation. On est sur quelque chose de plus moderne, de plus professionnel, de plus un côté plus startup technologique, plus user-friendly. Et du coup, je suis très très satisfait du travail qu'on a fait là-dessus avec notre infographiste Olivier. Donc voilà, très très heureux pour tout ça. Et j'espère que vous aussi, vous sentez qu'il y a vraiment un souci de renforcer le professionnalisme autour du service. Donc du coup, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, vous avez un nouveau lien pour vous connecter à votre zone membre. C'est app.capstellar.com. Donc voilà, donc vous arrivez comme avant sur une page, vous allez pouvoir renseigner votre email et votre mot de passe. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder à la toute nouvelle zone membre qui est magnifique, une fois de plus. Donc là, avec aussi une manière, quelque chose de beaucoup plus intuitif, plus épuré, plus moderne, plus professionnel, plus coloré aussi. Donc vous voyez qu'il y a un petit système de notification où vous aurez des informations qui passeront ici, des informations importantes. Ensuite, quand vous allez arriver ici, vous aurez la liste de vos comptes parce que vous pouvez avoir le top 5 AI, vous pouvez avoir le top 30. Voilà, et puis vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, des comptes à la fois chez Binance et chez Kraken. Donc vous avez ici la plateforme, vous avez ici la stratégie. Ensuite, vous avez nom, prénom rattaché, l'adresse email qui est rattachée, capital investi, capital actuel, l'évolution. Et ensuite, vous allez cliquer dans Détails pour accéder à cette page-là. Donc sur cette page-là, vous allez avoir un graphique de l'évolution de votre capital. Si vous avez mis en place une sécurisation, vous allez avoir ici une sécurisation, un graphique qui va se mettre en place par rapport à la sécurisation. Et ensuite, juste en dessous, eh bien, vous avez l'accès à vos rééquilibrages avec le capital de la période, l'ajout de capital, la variation de capital, la sécurisation, les frais sur gain. Donc, vous voyez, une fois de plus, on est 100% transparent sur les frais qui sont appliqués, les frais sur les transactions. Et du coup, vous allez pouvoir cliquer sur Détail pour faire apparaître votre synthèse de rééquilibrage, comme vous pouviez y accéder auparavant. Ensuite, vous avez encore d'autres pages. Vous avez la page ici en ressources. Alors, je ne veux pas la page parrainage. Ah ouais.
J'ai oublié la page parrainage, mais c'est pas très grave. Vous avez la page donc ressources avec tous les modes opératoires. Ici, vous avez la page indice avec les graphiques. Donc, il va y avoir 2 graphiques. Ici, le graphique de la performance de Capstellar en comparaison avec le Bitcoin, en comparaison avec le top 30. Et si vous cliquez en haut à droite sur Signal, vous allez pouvoir avoir en fait les entrées-sorties. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sorti. Et du coup, ça va vous permettre, vous, de voir de votre côté, eh bien, si la moyenne mobile à 14 jours se rapproche de la moyenne mobile à 50 jours. Et comme ça, pour voir si on est proche ou pas de re-rentrer dans le marché. Voilà, sachant aussi qu'en bas, dans ce nouveau graphique-là, on peut régler l'horizon de temps. Donc là, vous voyez qu'on est sur les derniers mois, alors qu'ici, on était sur l'intégralité de l'historique. Vous avez également toutes les ressources que vous aviez auparavant. Vous allez voir qu'on a refait un petit peu les vignettes des vidéos. Et vous avez également ici l'accès au support avec des belles photos. On a fait un beau travail avec l'équipe. Donc comme ça, vous pouvez toujours connaître les personnes de l'équipe avec qui vous pouvez être en relation en visio. Et vous avez également un écran paramètres où vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres de vos différents comptes. Donc toujours la liste des comptes et vous allez cliquer sur paramètres pour accéder à différents onglets. L'onglet profil qui reprendra vos informations, l'onglet API pour les informations liées aux clés API, la sécurisation, la prévoyance et encore d'autres choses. Voilà pour ça. Alors, donc voilà, donc là, rien de spécial à vous dire par rapport à ça, si ce n'est aller sur app.capstellar.com et vous pourrez accéder à cette toute nouvelle interface que je trouve moi personnellement super chouette. Voilà, vous pouvez peut-être me donner vos retours, ce que vous en pensez. Capstellar, King of the World dans 5 ans. On l'espère, on l'espère. Je suis comme si Jessie, ma petite voix me dit que je peux avoir confiance. Mais merci, c'est très gentil à tous. Allez, on va continuer à avancer parce que j'ai encore d'autres choses à vous partager. Une grosse amélioration qu'on a apportée, c'est que vous vous rappelez quand on est sorti du marché, ça a pris de mémoire 3 jours, 3 jours ou 3 jours et demi. Voilà, donc ça a été fait quand même dans un temps assez record. Mais c'est pas suffisant pour nous parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une durée d'attente de 3 jours entre le premier et le dernier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une solution et qu'on a implémenté, donc qui est opérationnelle maintenant. En revanche, pour que cette amélioration fonctionne, il faut que vous fassiez un changement dans les paramètres. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, notre logiciel communique avec Binance ou avec Kraken. Binance et Kraken, ils peuvent pas supporter, on va dire, un nombre illimité de connexions. Donc, eux, volontairement, pour ne pas être spammés et pour ne pas être piratés, eh bien, ils limitent le nombre de connexions qu'on peut avoir avec les clés API. Donc, avec nous, la petite porte qui nous permet d'accéder à votre compte. Donc, comme on était limité par serveur à un certain nombre de requêtes, eh bien, on a trouvé un moyen technique pour démultiplier nos adresses de serveurs sans qu'il y ait une démultiplication de la structure. Parce que imaginez, nous aujourd'hui, le logiciel fonctionne sur un serveur. Bien sûr, on a un serveur de backup. Mais dupliquer le logiciel sur 10 serveurs, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est en fait à alourdir la maintenance de tous ces serveurs. Donc nous, on a trouvé un système technique qui va nous permettre en fait de partir du même serveur et après de simuler qu'on fonctionne avec toute une liste de serveurs. Je ne sais plus combien il y en a au final, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal. Vous voyez, c'est la liste qu'il y a en bas à gauche, là, dans le petit carré violet. Et donc, ce qu'il faut faire de votre côté, c'est d'aller sur votre compte Binance ou Kraken et d'ajouter en fait les numéros de serveurs sur les 3 clés API. Donc, vous avez chacun 3 clés API sur chacun des comptes
Et donc, si vous êtes sur le top 5 AI, il faut également le faire sur le sous-compte du top 5 AI. Et donc, il faut ajouter toutes ces clés, tous ces serveurs sur les clés API. Donc là, je vous mets dans le chat le lien qu'il faudra copier-coller dans votre navigateur. Mais de toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on va renvoyer par mail. Mais comme on a des petits soucis avec les emails parce que tout le monde ne les reçoit pas, je préfère vous le mettre aussi là maintenant. Voilà. Et du coup, toutes les personnes qui auront fait cette mise à jour-là, eh bien, on peut leur garantir que la prochaine fois qu'on va re-rentrer dans le marché, eh bien, ça sera fait sous 24 heures. Alors, s'il y a trop de monde qui n'a pas fait la mise à jour, eh bien, ceux qui sont toujours sur les anciens serveurs, malheureusement, ils ne pourront pas bénéficier de cette amélioration qu'on a apportée. Mais c'est pour ça que là, je vous invite à le faire dans les prochaines heures pour, eh bien, en fait, une fois que c'est fait, après, vous êtes tranquille. Donc, vous avez 3 clés API. Sur les 3 clés API, il faut aller modifier la liste des serveurs qui sont autorisés à communiquer avec votre clé API. Et une fois que ça s'est fait sur les 3 clés API, eh bien, vous êtes tranquille, c'est terminé. Si vous avez le top 5 intelligence artificielle, vous le faites également sur les 3 clés API liées au top 5 intelligence artificielle. Et voilà. Là, je vous ai mis les tutos. Donc, je vous ai mis le lien en chat. Donc, capstellar.com/new server-Binance pour le tuto pour Binance, /new server-Kraken pour Kraken et /new server-SSC comme sous-compte-Binance pour les sous-comptes sur Binance. Sachant que je vois qu'il n'y a pas de S sur le dernier serveur là, new server, donc il faudra peut-être tester avec ou sans S. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe de ce côté-là ou de l'autre côté. Voilà. Donc une fois de plus, si vous voulez bénéficier de cette amélioration, eh bien faites l'ajout de ces serveurs. Et de l'autre côté, nous, ça nous donne beaucoup plus de souplesse parce que du coup, on a beaucoup plus de serveurs qu'on peut utiliser pour communiquer avec Binance. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide et c'est quand même assez exceptionnel d'arriver à pouvoir rééquilibrer 1000 abonnés en l'espace d'une seule journée. Donc, bravo encore à l'équipe dev qui a réalisé cette prouesse technique. C'est vraiment un grand pas en avant. Et c'est aussi, vous vous en rendez pas compte, mais ça nous permet aussi, nous, d'y voir plus clair sur la volumétrie qu'on va pouvoir gérer en faisant rentrer des nouveaux abonnés. Parce que l'idée, c'est que s'il y a des nouveaux abonnés, c'est que ça ne soit pas au détriment des anciens. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire cette mise à jour-là pour bénéficier justement, quand on va re-rentrer dans le marché, pour y re-rentrer plus rapidement, voilà, il faut de l'autre côté faire cette mise à jour des clés API. Voilà par rapport à ça. Et j'ai un dernier message avant de prendre les questions-réponses par rapport à tout ce qu'on a évoqué pendant ce live. C'est que le 28 et 29 septembre, je serai à Paris, ou en tout cas en région parisienne. Je crois que c'est pas à Paris même, c'est en région parisienne. Pour intervenir, pour présenter Capstellar au dernier QLR Live, parce que Cédric ne souhaite pas le renouveler après. Ça demande trop de gestion et trop de frais d'organiser un tel séminaire, parce qu'il y aura plus de 1000 personnes, enfin il y aura 1000 personnes qui seront là présentes. Et donc, on recherche 2 personnes, 2 volontaires pour venir présenter, pour tenir le stand et venir présenter Capstellar sur le stand. Alors, je rémunère 300 €, enfin, on rémunère 300 € pour le week-end, plus les frais de déplacement, si vous avez des frais de déplacement à assumer. Voilà, en sachant que votre travail consistera essentiellement à répondre aux questions des gens. Et comme j'imagine que les personnes qui sont là en live seront les meilleurs ambassadeurs de Capstellar, je me suis dit que la meilleure façon de trouver les bonnes personnes, c'est de les prendre parmi nos abonnés. Alors, on a aussi une option, c'était de faire venir des gens de Maurice, mais vous imaginez bien que les frais d'avion sont assez importants et vous voyez qu'on est sur une gestion au plus fin pour justement éviter le maximum de dépenses. Et si vous pouvez en plus profiter pour participer à cet événement-là, parce que je pense que voilà, ça peut être un événement un peu sympa, et puis ça peut aussi donner l'occasion de se rencontrer. Donc voilà, si vous êtes
motivé si ça vous intéresse, que vous êtes de préférence en région parisienne pour que ce soit plus simple pour les transports et pour le couchage, mais c'est pas une obligation, mais ce sera préférable. Eh bien, vous pouvez candidater en m'envoyant vos informations sur florent@capstellar.com et je vous répondrai personnellement par rapport à ça. On va retenir que seulement 2 personnes, donc ne m'en voulez pas si vous candidatez et qu'il n'y a pas assez de place pour venir nous rejoindre pour ce week-end-là. Et puis voilà, j'en ai terminé avec ça. Et donc, du coup, on va pouvoir aborder les autres questions-réponses que vous pourriez avoir de votre côté. Janine, peux-tu nous redonner le lien de Capstellar? Je n'ai pas eu le temps de noter. Donc, c'est capstellar.com, ça c'est le site internet. Et pour accéder à la zone membre, c'est app. Bah merci Marie-Aude, qui juste après a mis l'information. Donc, app.capstellar.com. Tac. La sécurisation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la sécurisation, mais la sécurisation, en gros, c'est le principe, c'est que quand le marché monte, eh bien, au fur et à mesure que le marché monte, on met de côté de l'argent, mais ça veut dire que tout ce qui est sécurisé, en fait, n'est plus actif sur le marché. Et donc voilà, donc ça sécurise. Ça vous permet en fait un petit peu de stocker de l'argent au fur et à mesure que le marché évolue à la hausse et de le sécuriser. Donc, ça veut dire de moins le mettre, je dirais, à risque sur le marché. Alors, pouvez-vous montrer la performance entre crypto versus intelligence artificielle? Alors Didier, je ferai peut-être ça une prochaine fois, mais là, je n'ai pas du tout regardé. Donc, je ne pourrais pas le faire là de manière rapide en live. Alors, une fois de plus, si vous avez des soucis techniques, je vous invite à envoyer un mail sur support@capstellar.com. Ils vont répondre à toutes vos questions, notamment pour accéder à la zone membre. Voilà, la sécurisation, je n'aurai pas le temps de rentrer davantage dans le détail parce qu'en fait, vous pouvez aller sur la zone membre dans la partie ressources. Il y a une vidéo explicative de ce qu'est la sécurisation parce que j'y passerai 3 quarts d'heure, 1 heure à vous parler juste de ça en fait. Ok, merci Martial pour le retour. On va noter ces petites fautes de frappe là. Voilà, on a mis en prod juste aujourd'hui, donc effectivement, il peut peut-être y avoir encore des petits éléments à ajuster. Et ce qu'il faut ajouter, c'est même si on n'a pas Kraken. J'ai pas compris. En fait, il faut ajouter les serveurs sur votre compte. Si c'est un compte Binance, vous les ajoutez sur Binance. Si c'est un compte Kraken, vous ajoutez sur Kraken. Et c'est juste qu'en fait, le lien que je vous ai donné les liens des différents tutos. Donc, vous prenez le tuto qui vous intéresse. Si vous êtes sur Kraken, pas besoin de prendre celui de Binance. Et inversement, si vous êtes sur Binance, pas besoin d'aller voir celui de Kraken. Alors, il est possible que les tout dernières personnes qui ont connecté le logiciel, donc du coup qui ont eu un rendez-vous, on va dire dans la dernière semaine ou dans les 15 derniers jours, il est fort probable effectivement que les adresses des serveurs soient complètes. En gros, c'est simple, c'est soit vous avez 3-4 serveurs, auquel cas c'est pas complet. Si vous en avez 15-20, vous êtes sûr que c'est OK. Alors Christophe, faut-il que le compte principal et le sous-compte aient une clé API pour les retraits en cas de gain? Christophe, il faut voir toute cette partie-là avec le support. Moi, je suis très peu au courant du fonctionnement des clés API, de ces choses-là. Comment on peut savoir lorsqu'on l'a fait via le tuto si on a bien fait la mise à jour? Emmanuel, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail au support juste derrière pour leur demander si c'est OK. Et eux, ils testeront. Fichier non disponible. Alors, lequel fichier est non disponible? Alors, je vais tester de mon côté.
Alors moi, tous les fichiers sont disponibles. Après, une fois de plus, ces fichiers-là vont être mis à disposition dans la zone membre. Donc n'hésitez pas à aller dans la zone membre. Félix, je serai à QLR, mais je participe aux sessions. Bah, tu peux quand même m'envoyer un message, Félix. Je pense qu'il y aura moins de monde sur le stand pendant les sessions, mais on va surtout privilégier effectivement des personnes qui pourraient être 100% disponibles. Mais tu peux quand même envoyer un mail, ça peut être intéressant. Oui, alors les tutos, les modes opératoires sont disponibles dans la zone membre, mais effectivement, on va tous vous les renvoyer. Ok, donc je vois qu'il y a des problèmes d'accessibilité aux fichiers. Si vous avez des problèmes pour vous connecter, envoyez un mail au support. Oui, Carlos, effectivement, c'est 4 ans, c'est le long terme, dont on a évoqué. Ouais. Quels frais paie-t-on chez Binance sur les transactions effectuées? C'est très très faible, c'est de l'ordre de 1,5 € pour 1000 € de transaction. Donc c'est vraiment extrêmement faible les frais qu'il y a chez Binance. Sur Capsela, je vois un capital investi plus grand que ce que j'ai réellement placé. Alors Fred, il faut envoyer un mail au support pour qu'on regarde en détail ce qui s'est passé. Isabelle, en tout cas, bravo pour toute cette énergie et ce beau boulot. Merci Isabelle. David, merci de cette présentation. Je ne suis pas convaincu de cette sortie, mais à l'inverse, je suis convaincu de votre transparence et de votre envie de bien faire pour notre portefeuille. Je vous souhaite à tous un bon bull run, longue vie à Capsela. Merci David pour ta transparence aussi et ton honnêteté dans ton avis. Jean-Daniel, j'ai passé toute la présentation, le live, à expliquer ce qui s'était passé. Donc, vous pourrez regarder le replay si besoin. Voilà, donc effectivement, de votre côté, les fichiers ne sont pas disponibles. Alors, ils ont été mis sur Google Drive. Je pense que le mieux, c'est qu'on les mette sur le serveur du site internet. Je pense que comme ça les rendra de manière sûre, plus fiablement disponibles. De toute façon, je vais envoyer un mail qui va reprendre tous ces éléments-là pour indiquer comment justement faire cette mise à jour et profiter du coup de la nouvelle performance. Alors, Nathan, je suis toujours en attente de mon premier équilibrage. Quand penses-tu que cela sera fait? En fait, Nathan, tous ceux qui se sont inscrits après le moment où on est sorti du marché sont effectivement en attente de leur premier équilibrage parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas sur le marché, on ne va pas rééquilibrer. Donc, on attend le prochain point d'entrée pour faire le tout premier équilibrage. Donc, l'essentiel, c'est que le logiciel soit connecté et du coup, quand on va re-rentrer dans le marché, le premier équilibrage sera fait. Annick, merci Florent, ça clarifie bien les choses. C'était tout l'objectif. Merci Florent, merci Céline, c'est très clair et instructif. Question sur Binance, difficulté de vérification du compte. Existe-t-il une autre procédure? L'autre possibilité, c'est par Kraken, mais non, on n'a pas de moyen de vous faire accélérer, malheureusement. Binance, en fait, a des obligations vis-à-vis du régulateur, et donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place un KYC, donc une vérification qui est assez importante. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. On va tout vous envoyer, donc les tutos, vous inquiétez pas, ça sera fait. J'étais très heureux de vous partager ça. J'espère que du coup, vous avez une meilleure compréhension du fonctionnement de la stratégie, que vous êtes plus serein par rapport aux prochains mois. On a encore des beaux mois à venir. Voilà, c'est juste qu'il faut être patient. On est sur une stratégie qui est sur le long terme. Et donc, effectivement, il faut... je sais même si c'est difficile parfois, il faut surtout éviter de faire des analyses ou faire des conclusions sur le court terme, puisque ça n'a pas de sens sur une stratégie qui est long terme comme celle que je vous ai présentée et qui est celle sur laquelle on est tous investis. Et je vous rappelle aussi que je suis moi-même investi massivement sur cette stratégie-là.
Donc voilà, soyez zen. Le logiciel est là pour appliquer de manière 100% automatique cette stratégie. Cette stratégie, elle est faite pour payer sur le long terme et elle paiera sur le long terme. Et donc du coup, laissons passer les semaines qui sont un peu creuses et qui peuvent paraître un peu difficiles, puisque au global, au final, on sera gagnant. Et sachez aussi un truc, c'est que en bourse et les cryptos, ça reste quand même un marché boursier. Ce sont toujours les personnes qui sont les plus patientes qui empochent l'argent de ceux qui sont les plus impatients. Donc sortir trop tôt, c'est prendre le risque de perdre de l'argent parce qu'en fait, on subit l'émotionnel. C'est aussi pour ça que je rappelle régulièrement toutes les règles de fonctionnement pour vous rappeler qu'en fait, on est sur un système qui est robuste avec des règles de fonctionnement qui sont claires, qu'on applique à la lettre, même si effectivement, après coup, on pourrait se dire qu'avec une analyse, on aurait pu faire différemment. On n'est pas dans ce système-là, on ne veut pas faire mieux que le marché, on veut faire mieux, mais sur le très long terme et avec des règles qui fonctionnent sur le très long terme. Donc voilà, donc écoutez, j'étais très heureux de partager ce moment-là avec vous. Et écoutez, je vous dis à dans un mois, donc deuxième mercredi du mois, vous pouvez déjà le marquer dans votre agenda de 12h30 à 13h30 pour balayer l'actualité du marché des cryptos et d'ici là, les nouveautés qu'on aura ajoutées au logiciel Capsela. Voilà, merci encore à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.